cours de ces années pour nous avoir invité à présenter cette communication. Bonjour à tous. Initialement, on devait vous la présenter en présentiel et puis à deux voix, celle de Marc Artois qui déroulait le propos sur la rage du PIN, qui a été son sujet, un de ses sujets d'intérêt et de recherche de 25 ans, et puis la mienne qui peut aborder plutôt l'exemple du bureau de la tuberculose bovine, qui est un des sujets sur lesquels je travaille également depuis une quinzaine d'années maintenant. Mais malheureusement, les Marc et moi n'avons pu être en salle aujourd'hui, on s'en excuse, mais pour des raisons de fluidité, puis essayer de respecter le temps, on va faire en sorte que je vais dérouler seul le propos, et puis Marc, qui est également en ligne, sera là bien sûr pour les questions. Alors, comme vous voyez sur cette diapositive, la communication a été préparée avec l'aide de 4 collaboratrices, dont une qui est en salle, 3 qui travaillent donc à l'Office français de la biodiversité, c'est Camille Devaux, Ariane Payne et Gina Gondedec. Et puis Sandrine Le Séguier, qui a rejoint le laboratoire de la rage de la psychologie à l'ANSES il y a 5 ans et qui avait travaillé auparavant pendant 15 ans en Irlande et en Angleterre en recherche sur la vaccination anti-tuberculose des hommes. Donc notre communication a pour objet des retours d'expérience finalement, comparés entre la gestion sanitaire de 2 agents pathogènes, d'une part le rhabdovirus de la rage du PIN et d'autre part Mycobacterium bovis, qui est l'agent principal responsable de la tuberculose bovine en Europe. Alors, le premier est souvent pris en exemple comme succès de gestion sanitaire d'une espèce sauvage, c'est un groupe. Et puis l'autre, la tuberculose bovine, occupe encore les campagnes, notamment outre-Manche, depuis des décennies, et également dans certains départements de France avec l'infection à Mycobacterium bovis qui est énorme et blanche chez les bureaux depuis près de 15 ans maintenant dans certaines zones d'endémie bovine persistante. Alors, avant d'aborder les exemples concrets de la rage et de la tuberculose bovine, on souhaitait en introduction revenir sur le fait que lorsqu'il s'agit de gestion sanitaire de la faune sauvage, nous devons tenir compte de différentes contraintes qui n'existent pas ou peu lorsqu'on s'intéresse à la gestion en élevage. Et tout d'abord, lorsqu'on parle de faune sauvage, on considère en fait un ensemble qui est composé de différents individus qui appartiennent à différentes populations et à différentes espèces. Et ces individus, ils interagissent entre eux par des réseaux trophiques, comme vous le voyez sur la figure de droite, ou encore par des interactions sociales. Et ils composent donc bien un écosystème, et c'est au sein de cet écosystème que l'agent pathogène peut circuler ou non, et ça selon la réceptivité et la sensibilité des individus, des espèces, et aussi selon les modalités et les intensités de contact entre les individus. L'autre fait, c'est que contrairement à la plupart des animaux en élevage, les populations d'animaux sauvages ne sont pas closes, et les individus peuvent se déplacer parfois sur des longues distances, avec des comportements de dispersion, voire de migration qui sont propres à chaque espèce et qui peuvent varier selon les écosystèmes. Et puis, d'un point de vue pratico-pratique, l'accessibilité aux individus est le plus souvent très limitée, du fait de comportements qui sont nocturnes de beaucoup des espèces, ou encore du fait que les animaux passent une partie de leur temps dans des terriers ou des zones qui sont peu accessibles à l'homme. Et tout cela, ça va avoir un impact sur le fait que les effectifs et puis les structures démographiques ou spatiales de ces populations vont être très difficiles à estimer, et ce qui va renvoyer à des contraintes qui vont être très fortes, non seulement pour l'échantillonnage, dans le cas de la surveillance par exemple, ou encore pour mettre en œuvre les mesures de lutte. Et tout ça, ça signifie que pour comprendre et espérer pouvoir agir sur la dynamique de propagation ou de persistance d'un agent pathogène qui est multi-hôte, il va falloir s'intéresser à l'écologie de la transmission, c'est-à-dire étudier le fonctionnement de l'écosystème au sein duquel l'agent pathogène circule. Et pour cela, il va falloir forcément associer 2 disciplines, l'épidémiologie qui s'intéresse au taux d'infection et aux flux pathogènes, et l'écologie de population hôte. Alors, si on s'intéresse maintenant au système de transmission des agents pathogènes d'intérêt dont être exposés, on va revenir sur le fait que déjà la complexité de ces systèmes est plus ou moins grande. Tout d'abord, dans le cas de la rage, la transmission virale entre les individus et entre espèces est une transmission qui est par voie directe, par morsure, par griffure principalement, et le virus ne survit pas dans le milieu extérieur. Dans le cas de Mycobacterium bovis, la transmission peut être également directe, par contact nez, mais aussi par morsure, qui est une modalité de transmission qui est démontrée dans le cas de bureau, comme ça. Mais Mycobacterium bovis, c'est aussi de survivre dans l'environnement. Et la contamination entre les individus et entre espèces doit alors être le fait de contact indirect, c'est-à-dire, par exemple, l'ingestion d'aliments contaminés ou encore l'inhalation de particules bactériennes sur une matrice spontanée.
La circulation virale bactérienne entre les différents hôtes, elle s'effectue, donc je l'ai dit auparavant, dans un écosystème composé de populations, mais les rôles étymologiques de ces différentes populations peuvent varier. Et cette circulation, comme dit précédemment, peut même impliquer l'environnement lorsque le pathogène est capable de survivre. Alors, au début des années 2000, des épidémiologistes et des écologues ont proposé un cadre conceptuel qu'on va utiliser ici, puisque ce cadre conceptuel, ils l'ont utilisé pour définir les rôles épidémiologiques des différentes populations en présence, et pour en pratique comprendre sur quelle population il fallait agir dans un but de gestion sanitaire. Et l'exemple d'ailleurs qu'il avait pris pour définir de manière pratique le concept, c'était la rage des carnivores en Afrique subsaharienne. Et donc nous allons le réutiliser pour la rage en Europe. Donc leur proposition était de définir tout d'abord la population cible, c'est-à-dire la population qui intéresse la gestion. Et dans le cas de la rage, la population cible, c'est la population humaine. Et puis, ils définissaient les autres populations sur d'agents pathogènes pour ces populations cibles. Et tout d'abord, ils définissaient les populations dites de maintien, c'est-à-dire celles qui sont non seulement capables de transmettre le virus à la population cible, mais également permettre sa persistance sur le long terme, et ce, en l'absence d'apport viral externe. Et dans le cas de la rage en Europe, dans les années 70-80, les populations de maintien étaient, c'est la situation 1, les populations de renards, avec un système épidémiologique qui était assez simple finalement, où le virus se maintenait uniquement dans les populations de renards, et ces renards étaient la seule source pour l'homme. Ensuite, si on maintenant s'intéresse à la définition des populations dites de liaison, ce sont des populations qui sont quant à elles sources de virus pour une population cible, c'est toujours le cas, mais ils ne permettent pas la persistance. Et c'est par exemple le cas de la situation B, où dans certaines zones en Europe, le bétail pouvait être non pas contribuer à la persistance du virus, mais une fois infecté par des renards, être une source de virus pour les humains. Et puis, on vous a indiqué la situation C, qui est un exemple de situation plus complexe, et qui est apparue finalement au cours du temps en Europe, et qui peuvent désormais, comme c'est le cas dans les Pays-Bas, impliquer d'autres carnivores sauvages. Ici, c'est les chiens vivants qui sont plus ou moins connectés aux renards et qui peuvent contribuer à la communauté de maintien d'une part, voire être une source de virus pour les chiens, et devenir finalement une composante du réservoir qui sera importante à prendre en compte dans une perspective de gestion. Donc cette situation, c'est finalement l'illustre ce que Edon et ses collaborateurs avaient défini pour définir le réservoir, avaient proposé pour définir le réservoir, qui était que un réservoir, c'est bien un ou plusieurs populations, et même parfois un environnement, qui sont tous connectés d'un point de vue épidémiologique, et dans lequel l'agent pathogène peut être maintenu en permanence, et à partir duquel l'infection est transmise à une population cible qui a donc été définie auparavant. Alors, on a fait le même exercice pour schématiser finalement les écosystèmes de transmission de Mycobacterium bovis. Et on voit qu'il y a plusieurs situations possibles. Tout d'abord, il y a une situation comme en 1, qui est finalement la plupart des situations en Europe ou en élevage. Et tout d'abord, noter que la situation concernant Mycobacterium bovis, finalement, elle ne part pas du même postulat que pour la rage. La population d'intérêt, la population cible, c'est davantage les bovins que les humains, puisque la maladie en élevage est avant tout un impact économique, et l'impact en santé publique en Europe, qui est relativement faible. Donc, dans un grand nombre de situations, je disais, la circulation du Mycobacterium bovis n'implique que des bovins, avec des transmissions qui sont intra- et inter-élevage, et qui permettent à elles seules la persistance des mycobactéries. Il y a d'autres situations, qu'on nous a représentées dans le cas B, c'est le cas par exemple des îles britanniques, où il a été démontré que dans de nombreuses zones d'enzocie bovine, le réservoir impliquait non seulement les populations bovines, mais également les populations blaireaux, au sein desquelles M. bovis pouvait persister et être source de recontamination pour les pauvres. La situation C, c'est celle du sud de l'Espagne, où l'écosystème naturel implique cette fois non seulement les bovins, mais également des populations de sangliers et de cervidés. Et c'est ces ongulés sauvages qui, rassemblés parfois en très grande quantité au niveau des points d'eau, qui constituent une communauté de maintien de Mycobacterium bovis, en plus des bovins. Et puis enfin, c'est la situation qu'on nous a décrite en D, ou schématisée en D plus exactement.
En fait, c'est l'ensemble des études qui ont été conduites depuis plus de 15 ans qui nous ont permis de faire cette représentation et qui nous permettent de comprendre que dans certaines zones dans nos Cibolimes, il y a des communautés sauvages de maintien qui se sont constituées au contact des bovins infectés. Et selon les cas, ces communautés de maintien ils peuvent impliquer des blaireaux et des sangliers, mais également, dans certains cas, des renards et des sangliers, et également l'environnement. Ces communautés, une fois affectées, peuvent être source de mycobactéries pour les bovins, et donc on comprend bien que ça vient compliquer la gestion de la maladie en élevage. Donc, cette plus ou moins grande complexité des systèmes de transmission implique qu'il faut prendre en compte les différents paramètres, non seulement donc épidémiologiques, mais également écologiques, pour pouvoir identifier le rôle de chacune des populations en présence et espérer pouvoir maîtriser la transmission de la gestion sur les populations qui vont avoir les plus grands rôles. Alors, une fois qu'on a compris ou à peu près les systèmes de transmission, il faut, à notre sens, garder en tête que la lutte contre la rage et celle contre la tuberculose bovine sont à préparer avec précaution puisque ils n'ont pas les mêmes objectifs. Tout d'abord, comme dit précédemment, dans le cas de la rage, la lutte vise bien un objectif de santé publique, avec un objectif qui est énorme. Alors que dans le cas de la tuberculose bovine, la lutte vise un objectif économique et de santé d'élevage. Et puis, la gestion sanitaire de la faune sauvage a, dans le cadre de la rage, un objectif d'élimination du virus rabies chez les renards, alors que dans le cas de la tuberculose bovine, le but n'est pas d'éradiquer un virus des populations de blaireaux, ou même de la communauté d'espèces sauvages, mais bien de diminuer le risque de transmission retour aux bovins. Et d'ailleurs, on rappelle ici que le statut indemne de la rage d'un pays est acquis une fois l'élimination du virus réussi chez le renard, alors que l'obtention du statut officiellement indemne de tuberculose d'un État membre repose sur les critères de prévalence bovine et non d'infection dans la faune. Alors, une fois que les populations sur lesquelles on doit intervenir et les objectifs de lutte sont identifiés, la question est maintenant de savoir de quels outils et méthodes on dispose pour interrompre la persistance et la transmission. Alors, la première modalité est tout d'abord de réduire le nombre d'individus sensibles ou infectés, et cela par des méthodes dites non sélectives, c'est-à-dire qu'on ne distingue pas les animaux infectés des non infectés, et on met en place des méthodes létales, c'est-à-dire la mise à mort des individus, ou alors des méthodes par vaccination, c'est-à-dire on essaie de développer une immunité des individus pour limiter l'expression virale de bactéries. Une autre modalité d'action, qui est finalement une variante de la première, de mettre en place les mêmes méthodes, mais cette fois en discriminant les individus positifs et négatifs à des tests, en les testant préalablement, et en abattant uniquement les individus positifs, et puis éventuellement, si l'outil est disponible, en vaccinant les négatifs. Une troisième méthode consisterait à ne pas intervenir sur les populations sauvages en elles-mêmes, mais plutôt à essayer de limiter la transmission entre les populations sauvages et l'autre cible, et cela en mettant en place par exemple des barrières physiques ou alors limiter les accès aux points d'eau. Et puis nous avons ici deux autres méthodes qu'on peut lister en théorie, c'est-à-dire l'administration d'un traitement antibactérien ou antiviral, ou même ne rien faire sur le compartiment sauvage, mais comprenez qu'ici, il ne relève que de la théorie. Alors, si on décline maintenant les différentes modalités d'action et qu'on revient sur l'expérience de la rage, et l'effet notamment de la destruction des renards, nous allons pour cela faire un petit bond dans les années 60, au moment où la rage apparaît, et augmente rapidement en Allemagne. L'abondance des renards est alors mesurée par recensement des individus dans un premier temps par tir et pigeage, et puis à partir de 1963, le gazage des stériles avec chloroquine, et dans certaines zones, l'empoisonnement à la strychnine est mis en œuvre chaque printemps. Et après donc les 4 campagnes de destruction, on observe une disparition de la rage dans ces zones. Alors l'hypothèse qui a été formulée à l'époque est qu'avec un abattage d'un nombre suffisant de renards, en l'occurrence ici 0,5 renards abattus par kilomètre carré, la rage disparaissait. Et au début des années 70, c'est ce seuil qui devient un objectif pour éradiquer la rage. Mais dès les années 80, on sait que les observations ne corroborent pas du tout cette hypothèse. Notamment, si on compare l'évolution d'incidence de la rage des renards en Allemagne du Nord et au Danemark, il est montré que la synchronicité de la vague épisodique entre les deux pays, l'un pratiquant le gazage et l'autre non, ne peut pas supporter cette hypothèse, que le gazage entraînait l'arrêt de la propagation. Ensuite, il y a eu les études de David McDonald et ses collaborateurs qui ont, par une approche écologique, montré que
les renards avaient une grande capacité à compenser la mortalité qui était induite par l'homme, par les modalités de gestion de destruction, et que ces capacités à compenser la mortalité induite étaient très rapides. Et puis, par la suite, finalement, aucune étude n'a jamais démontré l'efficacité des modalités de destruction, quelles qu'elles soient. Et à l'inverse, plusieurs études ont montré que les populations renards avaient vraiment de multiples modalités de réponse à la destruction. Ces modalités se combinent même parfois. Alors, on peut citer par exemple des études en France ou en Angleterre qui ont montré qu'un des leviers particulièrement importants pour la reconstruction de ces populations était la dispersion des juvéniles, qui concernait 90% des individus, et même que la migration concernait 50% des adultes. Alors, il y a d'autres modalités de réponse qui peuvent, selon les conditions écologiques du milieu, puis dans certains cas, même un changement de sexualité des groupes d'honneur, être, par exemple, une meilleure survie des jeunes et des sud-adultes. Alors, l'autre point qui a été noté, c'était que l'abattage massif risquait d'induire, là on va parler uniquement des zones vaccinées, bon, je reviendrai ensuite, mais risquait d'induire l'élimination d'individus protégés. Et donc, la destruction risquait d'augmenter la proportion d'individus qui seraient naïfs face au virus rabique. Donc finalement, vous connaissez l'histoire, hein, toutes ces raisons, mais également des raisons éthiques, économiques et écologiques, ont conduit non seulement l'OMS, mais aussi l'OIE à l'époque, à proscrire l'élimination des renards comme moyen de contrôle de la race chez les animaux sauvages. Et ce contrôle devant plutôt reposer sur la mise en œuvre de stratégies d'immunisation par voie orale, dont nous allons parler maintenant. Et puis tout d'abord, faire un petit retour sur quel est l'objectif théorique de la vaccination orale. Alors, son objectif théorique, c'est d'immuniser une part suffisante de la population pour pouvoir faire en sorte de diminuer le nombre d'individus réceptifs au virus et atteindre ce qu'on appelle le R0, le nombre de reproduction de base, plutôt le nombre moyen de cas, qui serait inférieur à 1. Et comme on peut le voir sur la figure issue d'une publication de Bacon et McDonald dès 1980, si un renard infecté infecte plus de 1 renard, l'incidence de la maladie est exponentielle. Par contre, si un renard infecte moins de 1 renard, la maladie disparaît. Bon. Dans le cas d'Arrache, pour atteindre cet objectif, il aura fallu finalement relever beaucoup de défis, sachant que, vous vous souvenez, à part la variable humaine, aucune éradication n'avait réussi à l'échelle mondiale. Alors, le premier défi, c'est un défi qui est immunologique. Il fallait réussir à développer un vaccin capable par voie orale d'induire une immunité durable. Et cela a été rendu possible grâce à l'utilisation de différents types de virus atténués, modifiés, génétiquement manipulés. Et puis aussi au développement d'outils sérologiques qui permettaient de mesurer la protection immunitaire à l'exposition ultérieure du virus. Une fois les candidats vaccins acquis, il fallait aussi relever le deuxième défi qui était technique, technologique. Il fallait produire des apports, vaccins, appétants pour les renards, relativement sélectifs de cette espèce, résistants aux conditions extérieures, permettant de suivre la proportion d'individus vaccinés, c'est-à-dire dans lequel il y avait un biomarqueur, et inoffensifs pour les autres espèces dites non cibles. Alors, à noter que ces deux premiers défis ont nécessité la mise en captivité d'animaux sauvages pour des études expérimentales, notamment des proies virulents, et ces travaux qui avaient été particulièrement tendus. Alors, la preuve du concept de la vaccination orale des renards contre la rage, elle remonte à 1969 en Amérique. Et puis ensuite, en Suisse, il y a eu des études expérimentales de terrain qui ont démontré la faisabilité de la vaccination. Et puis, dès les années 70, des collaborations se sont construites entre Suisse, Français, Allemands, Belges, plus tardivement Anglais, pour poursuivre les travaux. Parce que le troisième défi, j'étais alors de faire, c'est qu'il fallait développer des stratégies vaccinales utilisant ces vaccins, ces appâts vaccins, mais pour atteindre les populations cibles rapidement, au bon moment et au bon endroit. Alors, concernant la période de vaccination, l'idée était d'atteindre un maximum de renards réceptifs et de tenir compte du fait que les contacts inter-individus étaient fonction de la période de l'année, notamment qu'ils augmentent le moment de rut et de la dispersion saisonnière. Et donc, cette stratégie a rapidement appliqué 2 campagnes de vaccination orale, l'une au printemps qui ciblait les adultes reproducteurs et puis l'autre à l'automne pour cibler les jeunes. Concernant les zones à vacciner, cette fois, il fallait estimer au préalable les surfaces à mourir, pour dimensionner la stratégie, et puis mettre en œuvre ensuite cette stratégie selon une progression qui était inverse au front radique, pour peu à peu faire reculer le flux. Alors, les derniers défis que nous avons laissés ici sont financiers et politiques, et qui sont sous-jacents au premier, puisque
pour conduire tous ces travaux, mettre en œuvre ces stratégies, il a fallu mobiliser des crédits, qui est amortissable à long terme, sachant que la plupart des coûts étaient principalement supportés initialement par les ministères en charge de la santé animale, alors que les bénéfices étaient attendus en santé humaine. Et donc, pour rappel, il aura finalement fallu 30 ans pour développer non seulement le vaccin, mais une stratégie vaccinale anti-rabies et son suivi, notamment en termes d'efficacité et d'innocuité, et que tout cela aura été possible sous l'égide conjointe finalement de l'OMS, de l'OIE et de l'Europe, l'Union européenne, puisque cette lutte anti-rabies est devenue officiellement une priorité sanitaire européenne à la fin des années 90. Alors, les suivis de cette vaccination, notamment par comparaison des zones vaccinées et non vaccinées, ont rapidement montré l'efficacité de la vaccination orale, et cela même dès les 3 premières campagnes. C'est les premières publications notées ici. Et donc, en 30 ans, après le début de la vaccination orale, l'élimination de la rage du est atteinte dans la plupart des pays de l'Union européenne, avec un succès qui est durable de cette stratégie. Alors, il demeure quelques zones d'infection, notamment en Pologne, dont l'élimination n'est pas complète. Et puis, une incidence de la rage du pin remonte aux frontières de l'Est de l'Europe, sachant que l'Ukraine n'a plus possibilité de mettre en œuvre une vaccination orale depuis le début de la guerre. Donc, on constate dans ce pays une remontée de la rage chez les renards et chez les chiens, qui laisse craindre une dégradation de la situation mentale. Voilà. Alors, après ce retour d'expérience sur la rage, on va revenir maintenant à nos blaireaux et à la tuberculose bovine en France. Et tout d'abord rappeler que les mesures de lutte mises en œuvre actuellement sont encadrées par non seulement le plan national de lutte contre la tuberculose bovine, et puis par un arrêté ministériel de lutte dans la faune sauvage contre la tuberculose bovine, mais qui est traduit dans une instruction technique à destination des gestionnaires. Donc, ces documents préconisent un ensemble de mesures qui ciblent les bovins, bien sûr, et les espèces sauvages principalement impliquées dans la circulation de bovis, c'est-à-dire les blaireaux et les sangliers sauvages. Et ces mesures visent d'une part à empêcher la persistance des bovis dans la communauté sauvage et leur environnement, mais également stopper la transmission entre bovins et faune sauvage et entre animaux sauvages. Alors, en l'absence d'outils vaccinaux à l'époque, le moyen de lutte qui est préconisé depuis est la régulation des blaireaux au plus proche du parcellaire bovin et des patrouilles. Alors, cela accompagné de l'analyse d'une partie des blaireaux pour la surveillance dans le cadre du dispositif Sylvatus dont vous a parlé Vincent. C'est un dispositif qui cible la surveillance chez les ongulés, dont vous avez parlé ce matin. Et ici, c'est bien sûr le blaireau que la surveillance nous intéresse. Alors, cette mesure, elle est en vigueur uniquement, les mesures de lutte et de surveillance, sont en vigueur uniquement dans les zones d'infection bovine, les départements rouge et orange sur la carte de gauche. Alors, cela depuis 2010 en Côte d'Or, depuis 2015 dans les départements du sud-ouest, notamment ceux de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans certaines zones de Normandie. Alors, ce qu'on observe depuis la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures, donc chez les blaireaux, mais également chez les autres espèces, et puis chez les autres espèces sauvages, et chez les bovins, bien entendu, on observe que la situation épidémiologique s'améliore en Côte d'Or, non seulement en termes d'incidence annuelle bovine, puisqu'on a quelques foyers en Côte d'Or actuellement, et une prévalence estimée chez les blaireaux qui est passée de 20% en 2013 à 2,5% en 2017, avec un nombre de blaireaux détectés qui est maintenant faible chaque année. En revanche, la situation dans le sud-ouest ne s'améliore non seulement pas chez les bovins, mais pas non plus chez les animaux sauvages, avec des surfaces à couvrir qui sont très très larges, à la fois en prophylaxie bovine et en termes de gestion de surveillance des animaux sauvages. Et tout cela pose des questions de faisabilité, de durabilité de l'application des mesures telles qu'actuellement. Alors, dans ce retour d'expérience, on l'a décentré de retour d'expérience français, puisque, comme on dit en introduction, blaireau et tuberculose bovine, c'est un sujet qui concerne les îles britanniques depuis beaucoup plus d'années que nous. Et donc, ce qu'on propose ici, c'est d'effectuer un retour sur ces situations dans les îles britanniques, où finalement la mesure de lutte contre la tuberculose bovine chez les blaireaux s'appuie depuis de nombreuses années également sur la destruction des blaireaux dans les zones d'endocytose. Alors, si on s'intéresse à l'Angleterre, il faut d'abord noter que la situation initiale et puis la situation actuelle n'est pas transposable à celle de la France pour différentes raisons. D'une part, les prévalences en élevage sont de plusieurs pourcents,
et peuvent même atteindre 20% de cheptels dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et d'autre part, les densités, les taux d'infection des bureaux sont également plus importants qu'en France. Alors, en Angleterre, le premier bureau tuberculeux a été ouvert en 1971, près d'un élevage privé. Et puis depuis, les mesures d'abattage ont immédiatement été mises en place. Alors, il y a eu bien sûr des études qui ont été conduites dès les années 90 et puis surtout au début des années 2000 pour suivre l'efficacité de ces mesures d'abattage des bureaux sur l'incidence bovine. Et ils ont montré une certaine efficacité. Donc l'abattage est resté la mesure de lutte qui a été déployée chez les bureaux sur près de 40% de la surface de la zone à risque. En 2017, quelques chiffres, l'abattage sur ces zones concernait, d'après les estimations, près de 41 000 bureaux par an, soit de l'ordre de 8% de la population totale de bureaux en Angleterre, avec un coût global de cet abattage qui était pratiqué par des professionnels, pris en charge par le ministère de l'Agriculture anglais. Alors, à noter aussi que ces mesures d'abattage étaient mises en œuvre, du moins autorisées par l'Agence gouvernementale Natural England, à condition qu'en parallèle un suivi réglementaire des bovins était effectué et que des mesures de sécurité étaient mises en place. Alors, rapidement, après la mise en place de ces mesures, de nombreuses controverses et puis oppositions de la société civile, mais aussi de scientifiques sont rapidement apparues. Et perdurent toujours d'ailleurs. Et certaines études qu'on vous a citées ici pointent, par exemple, du doigt le fait qu'il y a un risque de perturbation sociale des groupes sociaux qui est associé lui-même à un risque de dispersion maternelle. Et puis, il y a une récente étude qui remet largement en cause les résultats de l'étude de 2007 qui montrait une certaine efficacité de l'abattage. Alors, si on fait le topo pour la République d'Irlande, la situation déjà concernant les bureaux semble un petit peu plus proche que celle de la France en termes de densité de bureaux notamment. Alors la stratégie globale, elle vise également à minimiser la transmission à partir de la faune sauvage tout en maintenant et en améliorant les mesures chez les bovins. Et depuis 2002, l'abattage des bureaux est réalisé après enquête épidémiologique approfondie, cartographie fine des terriers, et mise en œuvre donc, pour contrôler la densité des bureaux dans les zones où les bovins sont infectés. Alors, quelques chiffres à nouveau. En 2016, la surface concernée par l'abattage des bureaux est environ 20% en Irlande, 20% de la surface couverte par les bovins. Et ils estimaient qu'il y avait un abattage de 5 à 6 000 bureaux par an. Et ce qu'ils observent, c'est qu'en zone de régulation, l'estimation des taux d'infection chez les bureaux est passée de 26% à 11% entre 2007 et 2013, et que les données publiées par la suite montrent que cette baisse s'est poursuivie. Mais pour autant, parallèlement à ces stratégies de lutte par abattage, qui étaient difficiles à mettre en œuvre, on a pu le voir, et puis qui soulèvent des questions de mobilisation durable de moyens humains et financiers, des questions éthiques, écologiques, il y a eu des recherches qui sont engagées dès le début des années 2000 en Irlande, puis en Angleterre, et puis en France et en Espagne, pour envisager une alternative, une méthode complémentaire à l'abattage, à savoir la vaccination des bœufs. Donc grâce à de nombreuses, mais aussi très lourdes études expérimentales de terrain également, un vaccin par voie injectable utilisant le BCG a été développé et bénéficie depuis 2010 d'une année en Angleterre. Donc, ce BCG, donc le bacille de canette et utilisé chez l'homme, a été sélectionné comme candidat vaccin chez les bureaux en raison de sa relative bonne efficacité vaccinale et sa bonne immunité à la fois pour les bureaux et pour les autres espèces animales, notamment les humains. Mais il faut savoir que la production de ce BCG reste un procédé qui est complexe, qui est coûteux, puisque la dose, par exemple, efficace qui est requise pour vacciner des bureaux, elle est 10 fois la dose requise chez l'homme. Et donc, c'est forcément un facteur limitant à son utilisation. Donc, il y a d'autres travaux pour développer sur des vaccins antituberculeux envisagés, notamment en utilisant MOVIS inactivé par la chaleur, avec des essais qui ont montré bien du temps pour agents non seulement chez les bureaux, mais chez d'autres espèces sur le sanglier. Mais bon, pour le moment, il reste sans suite. Alors, je vais revenir au BCG, et donc juste en ouverture de cette diapositive, vous dire que donc, après son autorisation de mise sur le marché en Grande-Bretagne, le vaccin a fait l'objet d'une large étude en Angleterre, sur laquelle je reviendrai un petit peu après, la Badger Vaccine Study. Et finalement, par la suite, il a été peu utilisé, notamment parce qu'il y avait un grand nombre de moyens humains pour son déploiement. Alors, au Pays de Galles, la gestion antituberculeuse n'implique pas l'abattage de bureaux. Ils ont été utilisés après 2010 dans le cadre d'un projet pilote à grande échelle
ce vaccin BCG. D'après nos connaissances, il demeure utilisé à petite échelle, mais pour le moment, il n'y a pas de données qui sont publiées. En Irlande du Nord, le vaccin a été utilisé sur une zone de 100 km² dans le cadre d'une étude d'un projet qui s'appelle TBR pour Test Vaccine Renewal, puisque les blaireaux étaient testés, puis mis à mort et vaccinés selon leurs résultats, ou vaccinés, pardon, selon leurs résultats au test. Et le vaccin BCG est enfin déployé à large échelle en République d'Irlande, cette fois, depuis 2018, sur la moitié de la surface d'un zone ciblée. Donc, qu'est-ce qui est observé? Tout d'abord, l'étude d'Adjoint Vaccine Study en Angleterre a démontré l'efficacité de la vaccination sur le terrain sur la base de marqueurs immunologiques. Ensuite, une étude de modélisation a montré que cette efficacité était d'autant meilleure que la taille du groupe était faible, de l'ordre de 4 à 6 animaux, et des résultats de simulation cette fois appliqués à 3 scénarios de but, et qui tenaient compte du fait que le vaccin n'est pas efficace à 100% pour empêcher l'infection, ont montré quant à eux que la vaccination avait un effet positif dans les zones qui avaient bénéficié d'un avantage les années qui précédaient le déploiement de la vaccination. En République d'Irlande, le déploiement de la vaccination a rapidement montré une stabilisation de l'infection, de la prévalence bovine après vaccination des blaireaux et qui était comparable à celle après abattage des blaireaux ciblés autour des fermes foyers. Et puis en République d'Irlande, mais également en Irlande du Nord, la réduction du taux d'infection dans les populations de blaireaux vaccinés a été attestée. C'est ce que vous pouvez voir sur la figure de droite, qui montre que les résultats de prévalence estimés chez les blaireaux, dans le cadre du projet TBR, avaient effectivement baissé de 2014 à 2015. Alors, c'est intéressant de noter qu'il y a d'autres études en Angleterre et en Irlande qui montrent que la vaccination a un effet de protection de groupe, c'est-à-dire une probabilité d'infection qui est plus faible chez les jeunes individus qui sont non vaccinés, mais qui appartiennent à des groupes d'adultes vaccinés. Et ce, si plus d'un tiers des adultes sont vaccinés. Alors, l'étude en Irlande du Nord, TBR, ne montre pas de déstructuration des groupes sociaux, des mouvements importants des animaux vaccinés induits par les manipulations, contrairement à ce qui était craint avec les mesures de destruction. Et puis, nous rappelons ici aussi que l'innocuité du BCG par voie injectable avait été démontrée dans des études expérimentales, qu'il n'y avait pas d'expression fétale originaire de mucobactéries vaccinales qui avait été observée, et puis que, contrairement au vaccin antirabique, il n'y a pas de corrélat de protection de l'immunité humorale, du fait que l'immunité antituberculeuse est avant tout cellulaire. Et ça, on l'a noté parce que ça renvoie à des difficultés sur le terrain pour suivre les taux de protection vaccinale par test de sérologie. Et on a besoin de poursuivre des travaux sur les tests immunologiques cellulaires, c'est pour suivre l'immunité vaccinale. Alors, je vous dis juste un mot sur le vaccin par voie orale. Donc, il y a eu des travaux qui ont été produits entre 2010 et 2019 sur les animaux captifs et sur le terrain, en Angleterre, en France et en Espagne. On n'a pas existé un vaccin opérationnel pour le moment et d'autres études expérimentales seraient encore nécessaires, alors notamment pour optimiser la délivrance dans la qualité du temps des blaireaux après mastication de la lapin. Et malheureusement, depuis 2019, on n'a plus de financement. Également, ce serait des financements européens pour poursuivre ces travaux. Alors, compte tenu de ces expériences outre-Manche, et puis en prenant en compte d'une part le fait que le blaireau est inscrit à l'annexe 3 de la Convention moderne ratifiée par la France, et puis d'autre part, il était nécessaire d'envisager des compléments ou alternatives aux mesures actuelles, comme ça avait été rappelé notamment dans le rapport d'expertise collective de l'ANSES en 2019. Nous avons proposé à la DGN un programme de 4 ans de vaccination des blaireaux en zone aussi persistante en Dordogne. C'est ce programme qu'on appelle TIBIVAC. Alors, ce programme, il est financé principalement par la DGN et l'OEB, et puis dans une moindre mesure l'ANSES et le laboratoire départemental d'analyse et de recherche de Dordogne. Il est piloté par une équipe vétérinaire de l'OEB et de l'ANSES qui sont les contrices de cette communication. Son déploiement a été confié au GREJ, qui est un bureau d'études spécialisé sur la faune sauvage qui est dirigé par 2 vétérinaires, Pascal et Christine Fournier, sachant que leur établissement a été agréé pour l'expérimentation animale sur petits et moyens carnivores. Donc je ne vais bien sûr pas avoir le temps de vous décrire précisément ce programme, et encore moins de vous en présenter le résultat, puisque nous sommes qu'à deux années de mise en œuvre du programme.
Simplement vous présenter les objectifs et les grandes lignes du protocole. Alors les objectifs, ils sont au nombre de 3. Le premier, il est de tester la faisabilité technique et pratique de cette vaccination dans un contexte français. Donc c'est pas vraiment d'en faire la preuve, puisqu'on considère que la preuve a été faite dans les îles britanniques, mais bien d'en étudier la faisabilité technique et pratique. D'autre part, c'est d'estimer dans quelle mesure, au bout de 4 ans, on a un effet sur les prévalences d'euros, et ce sur une surface limitée en zone infectée. Alors, bien prendre en compte que la zone sur laquelle on travaille, c'est une zone infectée depuis déjà plusieurs années, et donc sur laquelle on a de l'abattage de bureaux qui a été mise en œuvre auparavant. Donc ça renvoie à des difficultés notamment techniques, pratiques de capture de bureaux qui sont en moindre densité, possiblement plus farouches. Le dernier objectif, il est d'estimer les coûts des procédures selon différents scénarios pour pouvoir donner ensuite des éléments financiers aux gestionnaires pour envisager ou non, en fonction des résultats, un futur déploiement à plus large échelle ou sur d'autres lieux. Alors, très rapidement, le protocole, vous dire qu'il implique d'une part la capture des animaux, qui est effectuée par des piégeurs agréés contractualisés pour ce programme. Une fois que les virus sont capturés, ils sont anesthésiés par un manipulateur habilité. Une prise de sang à la vésiculaire est effectuée pour mettre en œuvre un test rapide. Les individus négatifs sont alors vaccinés, marqués, relâchés. Et puis les animaux positifs sont mis à mort sur le terrain et autopsiés au laboratoire de Bordeaux. Donc on a aussi des données sur les terriers et leur répartition et sur l'activité des bureaux sur ces terriers qui sont collectés pour pouvoir ensuite estimer les densités, les tailles et les résultats des cultures. Notamment, ce sont des données d'écologie qui vont nous être essentielles pour pouvoir permettre une analyse fine de l'ensemble des résultats sur les 4 années du programme. Donc, je n'en dirai pas plus aujourd'hui, évidemment, mais on vous donne rendez-vous une prochaine journée dans 3 ans, en retour d'expérience complète sur ce programme. Alors, le retour de toutes ces expériences, à la fois dans nos contrôles et ailleurs. Alors, le premier point qu'il nous semble essentiel de rappeler, c'est qu'il est nécessaire, avant toute mise en place de la gestion sanitaire, dont la gestion sanitaire d'un pathogène qui implique la circulation dans les espèces sauvages, c'est de bien comprendre le secteur épidémiologique dans sa globalité. D'autres intervenants ont parlé de cette compréhension des systèmes. Ici, il s'agit de bien comprendre les rôles spécifiques des populations en présence, en fonction des écosystèmes, pour pouvoir ensuite adapter au mieux les mesures de lutte, les différentes mesures de lutte dont on dispose, et sélectionner celles qui vont être efficaces dans les écosystèmes concernés. Donc, autrement dit, on va dire que l'écologie est certes une science de la complexité, mais dans notre cas, il n'y aura pas de solution sans écologie. On a pu voir au cours de cet exposé que la faisabilité, la durabilité, l'acceptabilité de toutes ces mesures sont forcément variables, mais dans les deux cas, les mesures de lutte basées sur l'abattage sont forcément questionnées, voire remises en cause. Dans le cas de la lutte contre la rage, il faut rappeler que l'élimination des renards est à prescrire. Et concernant la tuberculose bovine, hors zone dans zoologie bovine, il n'y a pas de justification sanitaire à l'élimination préventive des blaireaux, ils ne jouent pas un rôle. Et en zone dans zoologie, il est nécessaire d'envisager des mesures complémentaires, voire alternatives. Concernant la tuberculose bovine, toujours, on souhaitait rappeler que dans un objectif de maintien du statut officiellement de tuberculose en France, les mesures de lutte doivent être bien sûr mises en œuvre sur la faune sauvage, mais également sur toutes les populations identifiées comme ayant un rôle dans le système, et donc, a fortiori, les bovins, qui sont les hôtes de maintien principaux de l'immobilis, avec une nécessité de poursuivre, d'accompagner l'amélioration de la mise en œuvre des mesures de population et de lutte en élevage. Et donc, le dernier message, c'est pour cela qu'il faut forcément se donner les moyens collectifs de réévaluer les méthodes mises en œuvre, de développer des stratégies efficaces et durables, et cela à l'échelle des territoires concernés. Alors, on ne pourra pas les lister tous ici, évidemment, mais un message collectif pour remercier tous ceux qui ont investi dans le passé, continuent à s'investir aujourd'hui pour la surveillance, la recherche, la lutte contre la rage et la tuberculose bovine. Bien entendu, merci à vous tous pour votre attention.